Eric, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés actions grimpent et grimpent encore, mais ils le font alors que l'environnement est rempli d'incertitudes politiques et économiques. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? En fait, la réalité, c'est que les marchés actions bénéficient d'un couple taux d'intérêt croissance mondiale qui est inadéquate. Donc, je m'explique. On a une croissance mondiale qui n'est plus ce qu'elle était dans les années 90 ou 2000. On pourra revenir là-dessus. On a une croissance mondiale qui tourne autour, bon an mal an, de 3%, un peu plus de 3%. Et on a des taux d'intérêt qui sont à des niveaux très, très faibles, toujours très faibles. Le Bund allemand, pour ne citer que lui, est autour de 0,3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt qui sont ce qui devrait être si on était en récession. Et inversement, on a une croissance mondiale qui devrait nécessiter des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et finalement, ça c'est quelque chose de très positif pour les actions. Pourquoi? Parce qu'avec une croissance mondiale qui est autour de 3%, on a des bénéfices qui progressent chaque semestre. Et donc on a des dividendes? Et on a des dividendes très importants. On a un rendement autour de 3,5% en Europe, par exemple. Et on a toujours des taux d'intérêt qui sont quasiment nuls, voire négatifs dans certains pays. Donc, les flux, en moyenne, c'est 0,45 dans la zone euro, c'est ça? Oui, sur des échéances longues, mais les échéances courtes, à 2 ans, enfin, sont négatives un peu partout. Donc les investisseurs, voyant qu'il n'y a pas d'écroulement justement de la croissance, vont régulièrement sur les marchés actions. Alors, les marchés actions, très bien, profitent de cette inadéquation des taux par rapport à la croissance, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même, du coup, un problème de valorisation sur les marchés actions? Quand on voit le marché actions américain, il ne cesse de monter. Et même au niveau mondial, on peut se dire qu'on a tout de même bien profité. La valorisation, alors d'abord, il faut savoir que la valorisation, ça n'a jamais été un catalyste de hausse ou de baisse des marchés. C'est une conséquence, mais c'est difficile. Mais c'est peut-être un indicateur de risque. Oui, c'est clair que les marchés... Alors les marchés, la valorisation effectivement n'est pas donnée. De notre côté, elle a accompagné la hausse des bénéfices. Oui, mais aux États-Unis, on est à 18. Oui, aux États-Unis, on est à 18. Un PER de 18 oui, mais à 12 mois. On était déjà... C'est la moyenne historique à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, depuis 10 ans, les marchés ont monté au rythme des bénéfices. Ce qui n'est pas le cas des marchés européens. Les marchés européens, c'est la valorisation la moyenne historique sur le S&P, c'est 15. Oui, ou autour de 16, mais enfin, vous voyez, on n'est pas dans des écarts monumentaux comme on a pu connaître en 2000. Il y a vraiment eu un accompagnement des bénéfices. En Europe, les price earning ratios ont monté, les bénéfices aussi ont monté. 2016, on voit les publications des résultats, c'est plutôt des hausses de bénéfices et on attend encore des hausses en 2017. Donc on n'est pas en train de dire qu'on est bradé. Encore une fois, on est à des niveaux plus ou moins, enfin, notamment en Europe, on n'est pas loin de la médiane sur longue période. Et encore une fois, comparé à des taux d'intérêt qui sont nuls. Aujourd'hui, un investisseur, si on résume les deux grandes classes d'actifs, c'est actions-obligations. J'ai de l'argent, je vais vers les actions, vers les obligations. Après, il y a plein d'autres classes d'actifs décorrélées, mais c'est en gros les deux grosses classes d'actifs. Sa question, c'est est-ce que je continue à être rémunéré à 0 plus, ou est-ce que je prends le petit risque, mais avec la perspective de voir du rendement déjà, et puis l'accroissement de la valeur. Mais en substance, Eric, vous voyez les marchés actions continuer leur ascension. Alors, là, on est dans une séquence politique qui, évidemment, crée du stress, parce que, notamment en Europe, il y a des élections à venir, il y a toujours le risque, quand même, d'éclatement de la zone euro si des pays voulaient en sortir. Donc, on peut avoir une petite trêve de cette hausse. Je rappelle quand même, c'est important de le signaler, que les marchés européens, quand on tient compte des dividendes distribués, sont au plus haut historique. C'est un peu en contradiction avec ce que vous me disiez avec la médiane, on est aujourd'hui au niveau de la médiane en termes de PE. Oui, mais c'est parce que les bénéfices ont grimpé. Donc en fait, les marchés actions, en fait, la question c'est pas est-ce que les marchés actions vont se réveiller, c'est est-ce qu'ils vont continuer à s'apprécier. Les marchés actions, les marchés mondiaux sont au plus haut historique, notamment parce qu'aux États-Unis, on est largement au-dessus de tout ce qu'on a connu. Et en Europe, c'est moins évident parce que le CAC est calculé sans les coupons. Donc on se dit on est à moins de 5000. Quand vous réintégrez les coupons, on est au plus haut. C'est-à-dire que les marchés actions vont bien. La question, c'est est-ce qu'ils vont continuer à aller bien, oui ou non? Moi, je crois, voilà, et moi, je crois que une fois que les questions autour de la politique
qui sont nombreuses en 2017 seront réglées, si elles sont réglées, il y a encore de l'appréciation pour les marchés actions. Alors évidemment, plus on est haut, moins l'appréciation est forte, parce qu'on est déjà à des niveaux élevés, mais encore une fois, ce n'est pas des niveaux qui sont tels qu'on soit à la veille d'un crack. Enfin, alors qu'est-ce que vous pensez, là vous militez pour les actions, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on a tout de même beaucoup de fonds qui se placent sur le high yield, le haut rendement, justement parce que les rendements, en règle générale, commencent à se raréfier ou à s'amenuiser? Ça, pour moi, c'est une aberration. Enfin, c'est une aberration. Soit le rendement à yield est quasiment égal au rendement des actions. C'est nouveau, hein, parce que sur longue période, ce n'est pas le cas. Il y a un risque. Enfin, quand on va sur des obligations à yield, on a le risque de ne pas être remboursé. Quand on prend ce risque-là, si on croit vraiment à la société, si on pense qu'elle va vous rembourser, alors c'est qu'elle va continuer à bien se porter, à distribuer des dividendes, et alors autant bénéficier de l'appréciation aussi de son cours de bourse. Quand on a atteint des niveaux aussi bas sur le high yield, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'on n'a aucun risque. Enfin, c'est que vous pensez qu'il n'y a aucun risque de ne pas être remboursé. Dans ce cas-là, alors allez sur l'action, parce que il y a un dividende et puis il y a l'appréciation derrière en fonction de son activité. Donc cette dichotomie entre yield et action n'est pas normale. Après, il est vrai qu'il y a la réglementation qui fait que beaucoup d'institutionnels se sont détournés des marchés actions au profit des marchés obligataires, notamment de ce qu'on appelle investment grade, des obligations d'État, qui sont aussi risquées. Hein. Encore une fois, si réellement on retournait à une monnaie nationale, on voit bien qu'il y a un risque. Donc il y a une appréciation, à mon avis, du risque action qui est exagérée de la part des investisseurs, ou alors qui est due à la réglementation, qui ne les pousse pas vers ces marchés. Puisqu'on évoque les risques, j'aimerais tout de même qu'on insiste un petit peu sur celui de la remontée des taux. Parce que bon, on sait bien que la remontée des taux a une incidence sur les marchés des actions, et on a le sentiment tout de même que dans leur optimisme actuel, les investisseurs négligent un peu ce risque. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le cas? Parce que la Fed a envoyé des signaux tout de même. Oui, mais pour dire, on va y aller. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a 10 ans maintenant, enfin globalement 10 ans, il y a eu donc ce qu'on appelle la crise des subprimes, mais c'était peut-être un prétexte. Enfin, en réalité, il y avait la conjonction d'éclatement d'un excès d'endettement qui s'est suivi par une récession très forte en 2009, qui a traumatisé les banquiers centraux, qui ne veulent plus prendre le risque d'une répétition de cet incendie planétaire qu'il y a eu en 2008. Donc en fait, mais là, ils l'ont éteint, l'incendie. Ils ont envoyé les Canadair. Ils l'ont éteint. En déversant des flots de liquidités. Ils ont envoyé les pompiers puis les Canadair pendant 10 ans. Leur crainte, c'est effectivement qu'il y ait une flamèche qui subsiste et que l'incendie reprenne. Donc ils préféreront être écopés derrière plutôt que de... Ils préfèrent l'inondation à l'incendie. Oui, quitte à derrière écoper. Donc de toute manière, il y a cette... En plus, les discours, que ce soit de la BCE ou de la Fed, sont relativement accommodants. Donc en fait, ce qu'ils nous disent, c'est, bon, attention, on va moins inonder, donc on vous prévient, mais on n'a pas la sensation qu'ils prendront le risque d'être en avance. Et puis après, il y a quand même quelque chose de structurel, c'est qu'il y a des pressions, mais vraiment de très très long terme, déflationnistes, qui ne militent pas pour une envolée des taux d'intérêt. Vous parlez de la démographie? La démographie, qui est la chose principale, et la technologie qui engendre des pressions déflationnistes dans le mode de consommation, enfin du nouveau consommateur. On va dire. Intermédiarise la consommation. Tout à fait. Voilà. Et donc on réduit les coûts. Oui, et puis avec aussi du chômage qui dans le monde va rester quand même relativement élevé. Donc on ne pense pas que les taux vont remonter énormément. Donc ça, c'est déjà intégré dans les cours. Les taux pourraient être plus élevés sans que les marchés actions en pâtissent. Le risque de replonger en récession, est-ce que pour vous, il existe, même infimement? Il faudrait un choc. Il faudrait un choc. Bon, on n'y est pas. Il faudrait un choc parce que on voit bien qu'il y a un problème d'endettement de la part de pas mal de pays. Mais quand il y a récession, c'est suite à un choc. Enfin, la dernière récession, c'est il y a 10 ans. Il y a 8 ans, c'était en 2009. Aujourd'hui, on a peur de pas mal de choses. On a peur de la Chine.
Donc, ça se finira peut-être mal, c'est pas pour l'instant. Donc, tant que le choc ne s'est pas matérialisé, en tout cas, non. le risque ne peut pas non, c'est pour ça que, advenir. non, vous avez donc pas de récession d'un côté et des taux qui restent bas. C'est pour ça que les marchés... Mais alors, est-ce qu'au final, le gros risque, Eric, ce ne serait pas que les marchés continuent leur ascension un peu frénétiquement, Oui. et que finalement, comme ça arrive à chaque fois, bah, ça monte, mais ça ne monte pas jusqu'au ciel. Oui. Et à ce moment-là, on dévale. Il y a 3 raisons pour qu'on se mette à corriger. La première, c'est effectivement une très forte remontée des taux d'intérêt. Bon, ça, vous n'y croyez pas? On n'y croit pas. Ok. La deuxième, c'est un effondrement des profits, avec un effondrement des dividendes, et auquel cas, ce rapport ça veut dire entre récession. dividendes et récession, Vous venez d'écarter l'idée pour le moment sans choc. Voilà. Et la troisième, c'est qu'effectivement, l'idée que je défends soit de plus en plus partagée, que les marchés continuent à monter. Aujourd'hui, on dit, regardez, le rendement des actions, il est à 3,5%. Si le marché prenait 30%, il n'est plus à 3,5%, il est en dessous, il est autour de 2,5%. Et là, à un moment donné, la comparaison n'est plus aussi flatteuse. Donc, il y aura correction par rapport à une surévaluation. Alors, mais je dis juste qu'on n'y est pas encore. Mais quand vous voyez le marché américain qui, lui, ne cesse de monter, on a un Dow Jones qui franchit paliers historiques, Oui. les uns après, qui crève les plafonds à chaque fois. Là, il peut être amené à corriger. Et s'il corrige, je ne vois pas comment les places européennes résisteront. Alors, on est moins à l'aise sur le marché américain parce que la question de valorisation n'est plus aussi favorable. D'ailleurs, le rendement là, du 10 ans américain est supérieur au rendement des actions. Donc, il n'y a plus cette comparaison qui est favorable à l'Europe. On est moins à l'aise. Si le marché américain devait s'écrouler, le marché européen suivrait. Enfin, ça fait... Pas un pli. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fait des dizaines d'années que ça dure. Mais nous, on est plus dans une appréciation, un marché américain qui stagne et un marché européen qui rattrape. Donc, Voilà. vous focalisez, vous dites à vos clients, c'est l'Europe sur laquelle il faut aller. Oui, oui. Alors, nonobstant un événement politique qui ferait qu'effectivement, il y a éclatement de la zone euro. Enfin, en gros, un parti eurosceptique qui arrive au pouvoir et qui décide de faire sortir le pays. Mais enfin, on est loin de là. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le scénario central, quoi. Des marchés européens qui se portent bien avec, vous l'avez dit, lorsqu'on intègre les dividendes, des niveaux qui sont au plus haut. Oui. Les marchés émergents, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on pense que ce soit pour la dette ou pour que ce soit sur les marchés actions, il y a de la place dans une allocation d'actifs pour revenir. Maintenant, c'est compliqué de parler des émergents comme une seule classe d'actifs parce que, encore une fois, il y a les émergents qui profitent des matières premières, celles qui en pâtissent. Quand le pétrole s'était écroulé, ça a effectivement plombé la Russie, les pays du Moyen-Orient. C'était positif pour l'Inde, qui importe du pétrole, négatif pour le Brésil à travers d'autres matières premières. Donc il va falloir suivre, 1, l'évolution des matières premières, 2, le dollar, parce qu'encore une fois, si le dollar devait exploser à la hausse, ça créerait deux problèmes. Les pays endettés en dollars, pays émergents endettés en dollars qui verraient leur dette s'accroître, s'apprécier. Et puis un rapatriement de flux, puisqu'il y a pas mal de flux qui sortiraient. Enfin, on voit bien qu'il y a des notions de flux assez importantes. Donc à surveiller quand même le dollar. Il ne faut pas une appréciation trop brutale. Maintenant, il faut en avoir. Oui, il faut en avoir. Voilà. Maintenant, raisonnablement. Dernière zone, et je sais que vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette zone-là, c'est le Japon. On n'est pas à l'aise parce qu'on ne la comprend pas forcément bien. C'est un pays qui, lui, alors était en avance dans le cycle démographique dramatique, on va dire, où là, vieillissement de la population, qui n'a rien à voir avec les États-Unis ou l'Europe, une déflation permanente et une banque centrale qui combat cette déflation en arrosant et en faisant en sorte que la valeur du yen... on peut s'interroger. Elle est vraiment hypothétique. Voilà. Donc, pour l'instant, il compense. Donc, j'ai envie de dire que là, il y a une manipulation de marché. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il suffit d'acheter des actions qui vont monter, mais avec un yen qui va se déprécier. Donc, un investisseur occidental, techniquement, il peut acheter des actions japonaises et couvrir contre le risque de change. Mais ce n'est pas très fondamental. On n'est pas forcément très à l'aise. Bon, on a retenu en tout cas le message, Eric. Il faut aller sur les actions. Il y a plein de bonnes raisons pour le faire aujourd'hui. Il y a des risques à surveiller, mais des actions européennes principalement. On le pense, oui. Eric, merci. Merci.